Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 72 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles, dont une qui s'appelle Jasmine et qui est née en septembre 2020. Et d'une autre petite fille de 3 ans. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Mon invitée de cette semaine s'appelle Fatima Ouassak. Dans un livre remarqué, Fatima Ouassak raconte son combat pour défendre les mères des quartiers populaires. Le livre s'intitule « La puissance des mères ». Fatima est née dans le Rif marocain. Elle est arrivée en France vers l'âge de 8 ans avec toute sa famille. Fatima est militante. Elle a toujours évolué dans le milieu associatif. Mais en devenant mère, son combat et son engagement se sont renforcés autour des mères et des politiques qui les concernent. Diplômée de Sciences Po, elle est aujourd'hui consultante et la cofondatrice du Front des mères. Dans son livre, elle apporte un témoignage fourni et très engagé sur ce qu'est être mère aujourd'hui dans les quartiers populaires. Comment sont-elles considérées ? Quelles sont les croyances qui les entourent ? Pourquoi on leur demande en permanence d'être des mères tampons, c'est-à-dire des mères qui doivent, quoi qu'il arrive, empêcher leur fils de sortir dans la rue pour ne pas gêner dans l'espace public ? Quelle discrimination vivent-elles au quotidien ? Bref, le livre balaie un large panel de sujets très intéressants. Il est pertinent et percutant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également écouter son témoignage dans 2 autres podcasts, celui de Kif Taras et Les enfants du bruit et de l'odeur. Je vous les recommande vivement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fatima. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup de m'accorder du temps pour parler de ton livre, La puissance des mères, et de parler de plein de thèmes qui me passionnent. Et j'ai beaucoup trop de questions, donc je vais essayer d'être synthétique. Alors, ma première question, que je pose toujours aux invités, est-ce que tu as eu la sensation, en devenant mère, de ressentir une transformation en toi ? Est-ce que ça a changé quelque chose, l'arrivée de tes enfants dans ta vie ? Alors, oui. Ça a tout changé dans ma vie. Vraiment, je suis plus la même depuis que j'ai mes 2 enfants. Je vois pas les choses de la même manière. J'ai pas le même rapport à la vie. J'ai pas le même rapport à la mort. J'ai pas la même spiritualité. J'ai pas le même amour pour les gens. Enfin, ça a vraiment radicalement changé ma vie. J'expérimente là avec mes enfants un amour infini, inconditionnel, ce que je connaissais pas avant d'avoir mes enfants. Et en même temps, je suis restée la même au sens où, alors moi il se trouve j'ai une singularité, c'est que je politise vraiment tout dans ma vie. Alors je le fais pas exprès, je vraiment politiser la poubelle rose de la salle de bain, quoi. Tout est, enfin, je peux pas d'ailleurs regarder la télé à cause de ça, parce que la moindre publicité, je la décortique. Enfin, j'ai vraiment cette qualité-là, entre guillemets, ce défaut même. Et là où ouais, j'ai pas beaucoup changé par rapport à ça, c'est quand j'ai eu mes enfants. Bah, du coup, j'ai quasiment tout de suite politisé, y compris mon rôle de mère, la maternité, le rapport aux enfants.
Enfin, voilà, là-dessus, c'est plutôt un prolongement de ce que j'étais avant. Donc ça a tout changé et en même temps, bon, je reste la même. Oh, et dans le livre, tu expliques qu'avant de devenir mère, déjà, tu te préoccupais des sujets de ce que c'était d'être mère dans les quartiers populaires. Donc, tu avais déjà ça en toi, alors que tu savais même pas ce que ça pouvait avoir comme effet d'être mère, déjà. Absolument. Alors, il y a déjà, dans ma famille, donc mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs, les enfants sont très importants, en fait. Ils sont vraiment au centre de tout, vraiment. On définit nos vies, dans ma famille, par rapport aux enfants. Ça, c'est quelque chose de traditionnel, entre guillemets, dans ma famille. Donc, je viens de là, en fait. Le fait que les enfants, même quand on n'en a pas soi-même, sont très présents. Enfin, moi, je vis dans des espaces, par exemple, chez mes parents, aujourd'hui, qui vivent dans la région de Lille. C'est un QG, et mes frères et sœurs qui viennent avec leurs enfants, je sais pas, quand on fait des repas de famille, etc., les enfants sont au centre, vraiment. C'est pour eux qu'on cuisine, c'est pour eux qu'on organise la journée, les activités, etc. Donc, je sais que c'est pas exceptionnel, hein, je sais que c'est le cas dans de nombreuses familles, et en tout cas, c'est le cas dans ma famille. Donc, même avant d'avoir moi-même des enfants, il y avait déjà beaucoup d'enfants dans mes parages, on va dire. Voilà, les enfants de mes frères et sœurs, de mes oncles, de mes tantes, etc., dont je m'occupais d'ailleurs moi-même. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, oui, en tant que militante, qui milite plutôt dans les quartiers populaires, et aussi en tant que professionnelle, parce qu'il se trouve que je suis consultante depuis un moment. Et avant d'être consultante, je travaillais à la politique de la ville, donc plutôt dans les quartiers populaires. Et là, dans les quartiers populaires, la question centrale, c'est la question de l'école, la question des enfants. Et ça, voilà, on peut interroger, faire des sondages et tout dans les quartiers. C'est vraiment les enfants, c'est là aussi au centre de tout. Avec une très grande angoisse, j'en parle un petit peu dans le livre, il y a une grande angoisse par rapport à ce que vont devenir les enfants. Et donc, y compris en tant que militante et en tant que professionnelle, j'ai été confrontée à cette question de l'école et des enfants, et à cette angoisse, en fait, que ressentaient les parents par rapport à ce qu'allaient devenir leurs enfants. Et puis, à titre professionnel, moi, je travaille en particulier sur les questions d'égalité et de discrimination, et notamment de discrimination au sein des institutions, et notamment donc, au sein d'institutions scolaires. Et donc, effectivement, c'est une question que je maîtrisais bien en tant que professionnelle, avant même d'être confrontée moi-même aux discriminations, aux inégalités que pouvaient subir mes propres enfants, quoi. Donc, moi, je suis arrivée dans la vie de mère avec déjà tout ça en tête, quoi, pour lire, en fait, ce qui m'arrivait dès la maternité, en fait. J'avais déjà cette grille d'analyse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est le front de mer ? Alors, le front de mer, c'est une réaction, d'abord, une réaction à un manque, à quelque chose qui n'existe pas, et à un outil qui n'existe pas pour, justement, ce que je disais à l'instant, pour lire une réalité, pour lire un état de fait, pour lire une oppression. J'insiste là-dessus parce que on pourrait avoir l'impression que des organisations comme le Front de mer, en fait, sont nées presque spontanément, parce que les gens qui les ont créées, ces organisations, ont eu envie à un moment donné de créer des organisations un petit peu originales ou autonomes, ou voilà, voire même alors, qui traduisent un repli sur soi, ou du communautarisme, ou, puisque là, il s'agit d'une organisation qui mobilise plutôt les parents des quartiers populaires. Et j'insiste pour dire que c'est une réaction à un manque, parce que, et c'est ce que je raconte dans la première partie du livre, moi, vraiment, à titre individuel, en tant que mère, pas en tant que militante, j'ai essayé de régler des problèmes très concrets, très quotidiens, très techniques, que je ne considérais pas à l'époque comme étant si politiques que ça. J'ai essayé au sein d'une organisation qui existait déjà, une organisation majoritaire. Et les questions que j'y ai posées dans cette organisation majoritaire n'ont pas trouvé de réponse, n'ont même pas trouvé de considération, en fait. N'ont même pas été respectées comme des questions, mais ont été comme ça renvoyées vers des débats polémiques. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu réponse, c'est parce qu'il y a eu ce mépris, finalement, par rapport aux questions qui, pour moi, étaient légitimes, que j'ai été obligée d'aller voir d'autres personnes. Alors, à la base, c'était pas des femmes, c'était pas des mères, c'est des personnes
qui, comme moi, avait un problème. Alors, je le dis, c'était très précis. C'est je veux que ma fille, qui entre en petite section de maternelle, elle n'était pas encore en petite section, mais elle entrait, je veux qu'elle puisse bénéficier d'un repas équilibré à midi. Voilà, c'était aussi simple que ça, c'était pas compliqué. Moi, à l'époque, malgré le fait de connaître, comme je disais tout à l'heure, les questions de discrimination, d'inégalité, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit une question si politique, si polémique, en fait, cette question de la cantine. Et donc, j'ai pas trouvé de solution à ça dans l'organisation de parents, donc la FCPE, où j'étais nouvellement adhérente. Du coup, j'ai dû en sortir parce que c'était trop violent, en fait. C'est vraiment, et je pense que c'est l'expérience d'une personne minoritaire, en fait, dans un groupe majoritaire, qui pose la question d'une revendication, simplement une demande d'ailleurs égalitaire. Je pense que c'est vraiment l'expérience du minoritaire, quoi. Et donc, bon, là, il se trouve que c'est l'expérience d'une femme, une mère musulmane qui vit dans les quartiers populaires, mais je pense que c'est l'expérience des personnes d'un groupe minoritaire, tout simplement. C'est-à-dire être comme ça dénigré, être renvoyé, être responsabilisé par rapport à un dysfonctionnement, être stigmatisé. Enfin, c'est vraiment ça que j'ai vécu en quelques semaines, hein, quelques semaines, quelques mois. Vraiment, ça a été très, très difficile à ce moment-là. Enfin, je le dis aussi parce que j'en parle autant dans le livre pour dire aux mères qui essaient de s'organiser, qui essaient de trouver des solutions par rapport à leurs enfants, sans même d'ailleurs s'organiser, pardon, juste essayer de trouver des solutions par rapport à leurs enfants. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, beaucoup de parents, beaucoup de mères sont angoissées. Enfin, parfois, on a l'impression d'être dans des impasses, et puis tout simplement sont angoissés par rapport à ce que vont devenir leurs enfants, ne serait-ce que par rapport aux désastres écologiques, par exemple, donc, et la question sociale, et la question de la démocratie, etc. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est quand même angoissant aujourd'hui d'être parent dans le monde d'aujourd'hui. Et ce que je veux dire à beaucoup d'entre elles, beaucoup de mères, c'est quand on essaie de changer les choses, en fait, et ben en fait, il ne faut pas qu'on le prenne pour soi lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est disqualifié, lorsqu'on est délégitimé, que c'est normal, que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Être minoritaire dans un groupe majoritaire, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'ai voulu aussi témoigner de ça et analyser ça pour dire justement que c'est normal et que il faut, dans ces cas-là, sortir et puis aller voir d'autres personnes. Alors oui, je le disais, j'ai pas fini ma phrase, mais d'autres personnes, c'est pas forcément d'autres mères à l'époque, c'était d'autres personnes, donc des parents en général. Et il se trouve que, et c'est là que je m'en suis rendu compte particulièrement, il se trouve que les personnes qui s'occupent de l'éducation des enfants, et encore plus, alors là, quand il s'agit de nourriture, évidemment, puisque là, il s'agissait de la cantine, ce sont des femmes, ce sont des mères. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés entre mères. Alors moi, ça m'a soulagée parce que, à la différence des réunions violentes dont je parlais tout à l'heure, où vraiment je rentrais chez moi, je pleurais en fait. Je prenais mon fils, je venais d'accoucher mon deuxième et je prenais mon fils dans mes bras, vraiment, je me mettais, je fondais en larmes, quoi. Alors qu'il se trouve que je suis militante depuis longtemps, j'étais déjà militante depuis longtemps quand j'ai eu mes enfants. Et c'était une telle violence, alors très pernicieuse, hein, c'était vraiment très, très oui, pernicieux, quoi. C'est pas un truc frontal, c'est pas. Mais voilà, c'est plein de petites choses qui font que voilà, on rentre et puis voilà, c'est nerveux, quoi. Et ça, en fait, quand j'ai changé d'espace, donc quand j'ai été voir des mères qui me ressemblaient et qui vraiment parlaient de l'intérêt général, en fait, de l'intérêt de nos enfants, que vont devenir nos enfants, et puis des questions toutes simples. Oui, on veut que nos enfants puissent avoir un repas équilibré à midi parce qu'il n'y a pas de raison que des enfants n'aient pas de repas équilibré à midi et que si on peut trouver une solution, et si cette solution elle est technique, c'est l'alternative végétarienne, mettons ça en place, quoi. Tout à coup, il y avait, moi j'ai trouvé un espace justement bienveillant où voilà, tranquille. Alors au départ c'était sur l'alternative végétarienne et puis ensuite on est parti sur d'autres questions. Et alors, d'une part, on a pu régler des problèmes très concrets que rencontraient nos enfants, mais nous aussi, ça nous a permis, alors moi pour le coup en tant que mère, de trouver un espace de copine en fait, un espace où on pouvait s'échanger des trucs, nos expériences, des violences auxquelles on avait été confrontés qu'on n'a pas forcément conscientisées, mais dès lors qu'on en parlait entre nous, du coup ça nous donnait aussi de la force parce que justement on se rendait compte que c'était pas qu'une expérience personnelle en fait, que c'était quelque chose qu'on rencontrait toutes, etc. Donc ça a été aussi un espace vraiment, j'ose le mot, de sororité en fait. Et c'est ça le front de mer. C'est vraiment un espace, moi que je qualifie aujourd'hui de féministe parce que
ce sont des femmes et que maintenant c'est assumé. C'est-à-dire qu'au départ, je l'ai dit, c'est pas accidentel, mais je veux dire, je suis pas partie voir d'autres femmes parce que c'était des femmes. C'est vraiment les personnes qui ont à cœur de régler ce problème de cantine. Mais ensuite, au fur et à mesure, voilà, on s'est dit avec les autres, on va assumer d'être des femmes et des mères. Et être mère, c'est pas juste faire la vaisselle, quoi. Et ça c'est aussi avoir la parole politique, c'est aussi jouer un rôle politique. Et il n'est pas question de faire la vaisselle, quasi exclusivement. Et par contre, au moment de prendre la parole politique, là, à ce moment-là, noyer notre rôle de mère et tout ce qu'on fait, en fait, dans un terme générique, les parents. Voilà. Et là, non, il faut dire que voilà, c'est les mères et c'est une réalité, on traduit une réalité. Et donc voilà, cette démarche, du coup, elle est devenue au fur et à mesure féministe. Et c'est le Front de mer, une organisation politique, donc assumée comme telle, qui a vraiment pour enjeu, pour ambition, de protéger les enfants. Et de les protéger, pas uniquement pour répondre à des représentations autour de la maternité, justement autour de simplement la nourriture, le foyer, le vêtement, etc. Donc vraiment des rôles traditionnellement dédiés aux femmes, aux mères, qu'on réduit comme ça à ce qu'on appelle le travail domestique. Mais vraiment le rôle politique en fait des mères, et ce rôle politique en réalité il est infini puisqu'il s'agit de faire le monde, quoi. C'est tout ce qui concerne les enfants. Donc c'est l'éducation, la transmission, c'est l'école, c'est l'hôpital, c'est la maternité, c'est les services publics, c'est le marché du travail demain, c'est la question des violences, les violences sexuelles, c'est la question des violences policières, c'est toutes les questions finalement. Et donc c'est finalement poser la question du pouvoir. Et ça, le Front de mer arrive à un moment, je pense, où cette question est au cœur du débat politique. En tout cas, nous, on y travaille à ce que la question de la protection des enfants par les mères, et encore une fois avec une perspective politique, voilà, on arrive à un moment où je pense on est nombreuses à vouloir ça, à revendiquer ça. Alors le Front de mer, là, c'est très modeste, c'est humble, parce que voilà, on est une toute petite organisation, on est né hier, hein, c'est en 2016. Pour dire l'ambition du Front de mer à l'origine, c'est, à la question, voilà, c'est quoi le Front de mer ? C'est un syndicat de parents, mais syndicat type CGT, quoi. Donc, CGT, c'est comme ça qu'on l'envisageait à l'époque. Alors, moi, personnellement, parce que je voulais pas d'un petit collectif, en fait. Justement parce que je voulais pas que, voilà, mère égale maman égale petit collectif, quoi. Petit collectif comme ça de quartier ou petit poil à gratter, etc. Non, moi, je disais, voilà, étant donné l'ambition qu'on a, donc protéger nos enfants des discriminations, des inégalités, des violences, faire en sorte qu'ils grandissent heureux, et ça, c'est pas rien. Voilà, il faut viser haut, quoi. Il faut viser les modalités syndicales, quoi. Un vrai truc, un rapport de force politique, en fait. Et si on fait du mal à nos enfants, on occupe les espaces, on fait grève, on boycotte, voilà, des modalités syndicales. Et donc, l'ambition, elle est immense, mais pour l'instant, c'est une ambition. C'est-à-dire que le Front de mer, aujourd'hui, on vient d'ouvrir à adhésion. Là, il y a quelques mois, on n'a pas encore fait notre vraie campagne d'adhésion, ça va démarrer bientôt. On a déjà quand même pas mal d'adhérentes, on en a une petite centaine déjà, ce qui est pas mal, hein, puisqu'on n'a pas encore fait de campagne d'adhésion, que depuis 2016, en fait, on n'avait pas encore ouvert adhésion, que là, on est dans un moment de structuration, mais en réalité, le Front de mer sera réellement un syndicat de parents dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quoi. C'est pas pour tout de suite, et évidemment, la CGT n'est pas devenue la CGT en 2 ans, quoi, en 3 ans. Donc voilà, une ambition immense, et puis une réalité qui se construit voilà, concrètement, au jour le jour, avec des actions, des projets, avec toujours ce truc-là au centre. Voilà, comment on protège nos enfants, comment on fait en sorte d'élargir leur champ des possibles, comment on fait en sorte qu'ils soient moins discriminés, moins violentés, comment on fait en sorte de créer les conditions pour qu'ils puissent grandir dans un espace bienveillant, égalitaire, juste. Enfin voilà, c'est vraiment la question de la protection des enfants. Alors cet été, tu as sorti un livre passionnant, je disais, qui s'appelle La puissance des mères.
Et tu soulèves des questions qui sont très souvent tues dans la sphère publique, et notamment la discrimination raciale. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ces questions-là, elles sont jamais abordées au sein de l'école, et pourquoi est-ce que tout le monde est mal à l'aise quand on prononce ces mots-là? Alors, la question raciale met mal à l'aise tout le monde dans la société française, pas que au sein d'institutions scolaires. Ça, c'est évident. C'est pas une question qu'on a l'habitude de traiter tranquillement en France. Bon, souvent on compare avec les États-Unis, mais même la Grande-Bretagne, enfin, où la question raciale, la question du racisme, y est posée depuis beaucoup plus longtemps, de manière beaucoup plus frontale, etc. Alors en France, on sait, hein, il y a une explication à ça, c'est notamment voilà, le modèle républicain, voire même jacobin, où on est tous censés être voilà, citoyens dans une république voilà, indivisible, qui ne reconnaît que les individus et pas les communautés, qui ne reconnaît que les individus et pas la couleur de peau de l'individu, pas le genre de l'individu, pas la classe sociale de l'individu. Donc on est dans ce modèle dit voilà, républicain universaliste. Voilà. Donc il y a cette explication-là. Moi, je pense que le déni de la question raciale, c'est aussi pour maintenir en fait un système inégalitaire, un système notamment raciste. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'empêcher que les choses changent en la matière, c'est en fait d'empêcher les gens d'en parler déjà. Et alors, parce que c'est quoi ce système raciste? Par exemple, pour ce qui concerne l'école. Et ça, c'est vraiment pas un propos militant hein, que je tiens là. Je donne quelques chiffres dans le livre, justement pour dire que c'est pas une question d'opinion en fait. L'OCDE, qui produit des rapports régulièrement sur la question des inégalités au sein des systèmes scolaires dans les pays de l'OCDE, donc dans les pays dits développés, et ce rapport s'appelle le rapport PISA. Régulièrement, l'OCDE classe le système scolaire français comme étant parmi les plus inégalitaires, voire le plus inégalitaire des pays développés. Donc quand on nous renvoie comme ça l'idée que mais non, mais pourquoi vous parlez de racisme à l'école, de racisme structurel à l'école, etc. Comment vous osez vous remettez en question la République, c'est limite si le fait de poser cette question du racisme structurel au sein de l'école, en fait, comment dire, ne fait pas de nous, qui posons cette question, des racistes, finalement. C'est-à-dire que c'est nous c'est nous qui amenons le problème. Le problème n'existait pas tant que nous, on le qualifiait comme tel. Et c'est parce que nous, on dit qu'il y a du racisme structurel au sein de l'école que on produit du racisme et que c'est pas bien. En plus, c'est des mots, c'est pas beau de parler de racisme, de questions raciales, etc. Voilà, on ne voit pas les couleurs, par exemple. Le fait de dire on ne voit pas les couleurs, donc de dire voilà, on a tous la même couleur, voilà, comme si c'était les antiracistes, en fait, finalement, qui produisaient le racisme. Non, l'OCDE dit bien qu'il y a donc un système de reproduction sociale. Et dans la reproduction sociale, il y a évidemment la reproduction par rapport aussi à la couleur de peau des enfants. Et c'est quelque chose qui est dit, analysé par cette organisation internationale et en réalité par tous les sociologues un peu sérieux, tous les chercheurs un peu sérieux qui travaillent notamment sur les discriminations et ou sur le système scolaire et qui montrent à quel point, effectivement, l'école est une machine de guerre à reproduire le système social, les inégalités sociales. Et par rapport à ça, alors ça c'est des gros chiffres, c'est des données, c'est des analyses, mais il y a des parents en fait qui expérimentent ça au quotidien dans leur chair en fait. C'est-à-dire que il y a encore une fois, hein, c'est des chiffres, mais qui vraiment sont incarnés. On voit par exemple, et ça on le sait, c'est vraiment la culture populaire, hein, on n'a pas forcément besoin d'avoir accès à ces chiffres-là. On sait très bien dans la culture populaire que, par exemple, pour ce qui concerne le collège, que les individus, les enfants, les adolescents qui vont être orientés vers les filières professionnelles courtes, ce sont essentiellement des enfants descendants d'immigration africaine postcoloniale. Et ça, je veux dire, il n'y a pas besoin forcément de le lire. Alors, il y a des données qui montrent ce que je dis, et c'est des données chiffrées, mais il y a simplement à vivre dans un quartier populaire, à être descendant de l'immigration pour le constater, et même d'ailleurs si on n'est pas descendant de l'immigration soi-même, bon, il suffit de regarder un peu qui compose ces classes sur les BEP et CAP, typiquement au collège, pour se rendre compte qu'effectivement il y a bien une orientation
qui est liée à l'origine de classe, ça c'est une chose, mais aussi l'origine raciale des élèves. Et ça c'est un fait, sauf à considérer que génétiquement, les Noirs et les Arabes sont plus doués pour le tertiaire à la chaîne, sont plus doués pour la soudure, sont plus doués pour le service à la personne, des choses comme ça. Je veux dire, sauf à dire ça, donc vraiment avoir une vision racialiste en fait des individus. Voilà, si on considère que on n'est pas déterminé génétiquement vers telle ou telle orientation, vers tel ou tel derrière secteur d'activité, bon, on est bien obligé de constater que quand même, depuis la naissance quasiment, nos enfants ne sont pas orientés de la même manière dans le système scolaire, ils n'y circulent pas de la même manière. Là, je parlais du collège et en réalité, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'au collège, c'est pratiquement trop tard en fait. Que les choses se sont jouées bien longtemps avant, en fait, en réalité, dès la naissance. Moi, je dis même du ventre de nos mères jusqu'à la tombe, c'est-à-dire dès le ventre, en fait, puisque ça aussi, c'est analysé, c'est chiffré. Je mets quelques données dans le livre aussi là-dessus. Déjà, ma propre expérience, c'est en fait, on n'est pas traité de la même manière en tant que mère que l'on accouche, par exemple, à l'hôpital Interco André Grégoire à Montreuil ou à la maternité féministe des Lilas. Je veux dire, c'est pas les mêmes taux d'épisiotomie, c'est pas les mêmes taux d'accouchement déclenché, c'est pas les mêmes taux de césarienne. Et donc, il y a bien des déterminants en termes de classe, pour le moins, classe race, on va dire, qui expliquent en fait qu'on ne soit pas traité qu'on n'est pas traité de la même manière dans un hôpital public à Montreuil et dans une maternité privée. Petite maternité au Lilas. Bon voilà, donc ça commence très très tôt. Et puis ensuite, oui, ensuite il y a la crèche. Alors les exemples que je donne dans le livre, c'est les cheveux, par exemple. Ça paraît très très anecdotique les cheveux. On se dit non mais attends, elle va quand même pas nous expliquer que la société est raciste du fait d'attacher les cheveux des filles qui ont les cheveux frisés ou enfin très frisés ou crépus. Et ben en fait si. Parce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas juste les cheveux, c'est les cheveux, plus la langue maternelle, plus la religion, plus la couleur de peau, plus le fait d'ouvrir des livres jeunesse et de ne pas s'y retrouver, de ne pas pouvoir s'identifier au personnage. Alors sur l'histoire des cheveux, moi c'est une expérience que j'ai eue moi-même avec ma fille. Donc j'amenais ma fille... c'est ce que je raconte, hein. J'amenais ma fille le matin, donc ma fille a les cheveux très frisés, et puis plutôt quasiment crépus quand elle était, quand elle était petite. Enfin, avec l'âge, ils sont frisés maintenant, mais ils étaient très frisés quand elle était bébé. Et donc, elle avait les cheveux lâchés, elle supportait pas d'ailleurs que je lui attache les cheveux. Et c'est vrai que quand donc je l'amenais comme ça, je l'amenais avec ses cheveux lâchés à la crèche, et quand je la récupérais plus tard dans la journée, je la récupérais avec les cheveux attachés. Et une fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, à un moment, je signale, je dis non, mais il faut vraiment arrêter de lui attacher les cheveux parce qu'elle ne supporte pas. Et surtout, ils sortent d'où tous ces élastiques? Parce qu'en fait, je sais pas, il y a une boîte à élastiques pour les enfants qui ont les cheveux frisés, c'est pas possible. Et voilà, et on m'avait expliqué que oui, mais non, vous comprenez, c'est pour c'est pour empêcher les autres enfants de lui tirer les cheveux. Et puis alors, on m'avait donné une explication complètement abracadabrantesque sur le fait que les mains des enfants étaient attirées par les cheveux frisés, crépus, et qui n'étaient pas attirées par les cheveux lisses. Enfin, bon, un truc complètement bidon, quoi. Mais et c'est pas tant la volonté de la personne qui attache les cheveux, pourquoi elle attache les cheveux, etc. D'ailleurs, parfois c'est des personnes racisées, hein, des professionnels racisés qui attachaient les cheveux. Hein. Donc c'est pas tant la mauvaise volonté ou la mauvaise foi de la personne, hein, de la professionnelle. Non, c'est plutôt ce que ça produit chez l'enfant de voir ses cheveux ne pas être considérés comme normaux dès lors qu'ils ne sont pas attachés. Et alors moi, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait des shampoings. Enfin, ils existaient déjà, ces shampoings-là, mais je m'en suis rendu compte à cette occasion, des shampoings pour cheveux indisciplinés. Et c'est vrai que j'avais jamais fait attention avant, mais je veux dire, quel rapport avec la discipline, quoi. Et je me suis rendu compte, du coup, toutes les représentations coloniales qu'il pouvait y avoir autour de ce terme d'indiscipliné, enfin, cheveux indisciplinés. C'est les cheveux, en fait, de ces gens-là. c'est ce type de cheveux-là. Bon, alors ça, c'est des petites choses, mais en fait, c'est pour dire que dès le plus jeune âge, en fait, on signifie, l'air de rien, à l'enfant qu'il n'est pas normal, qu'il y a des choses pas normales chez lui. Bon, il y a aussi l'histoire de la couleur de peau et de la poupée, en fait, où effectivement, je viens à la crèche et je me rends compte que les enfants comparent
la, la poupée, donc noire, avec leurs bras. Et puis il y avait ma fille en plus parmi les enfants. Et de voir en fait qu'ils étaient soulagés de voir que leurs bras n'avaient pas la même couleur que la poupée, plus ou moins soulagés d'ailleurs. Enfin, plus les enfants étaient, plus la couleur de leur peau était proche et plus, bon voilà, je voyais qu'ils étaient mal et ils étaient soulagés quand voilà, la couleur se détachait réellement. Bon voilà, c'est de voir qu'en fait les enfants tout petits, donc 2 ans et demi, à l'époque, 2 ans et demi, 3 ans, et effectivement ça c'est prouvé hein, que c'est à cet âge-là que l'enfant prend conscience de la hiérarchie et la hiérarchisation raciale de la société en fait. Et le fait qu'effectivement on est très hiérarchisé, et ça il suffit d'ouvrir les yeux sur les différents espaces sociaux pour se rendre compte à quel point on est hiérarchisé. Et ce qui est vraiment triste en fait, bon déjà c'est quand son enfant est concerné, et de voir que l'enfant non seulement prend conscience de la hiérarchisation raciale, mais prend aussi conscience de la place qu'il a dans cette hiérarchisation. Par exemple, pour ce qui me concerne, mes enfants sont donc considérés comme arabes. En fait, c'est de se rendre compte que ces enfants en fait se placent dans une certaine hiérarchie, et par exemple de voir que ces enfants demandent à être plus blancs qu'ils ne sont, par exemple. Très petits, et je ne suis pas la seule à avoir fait cette expérience-là. Je sais que beaucoup de parents d'enfants racisés font cette expérience-là, de voir des enfants racisés et qui, très jeunes en fait, par exemple par rapport aux cheveux, qui pensent que leurs cheveux vont devenir plus lisses en grandissant, enfin des choses comme ça, quoi. Et ça fait vraiment, vraiment mal au cœur, quoi, de se dire qu'ils ne sont pas tranquilles, en fait, ils ne vivent pas leur vie d'enfant tranquillement, que pour nous, ce n'est pas grave. Parce que nous, on est adultes et que... Enfin, il y a ce côté, nous, c'est pas grave, en fait. Nous, on est habitués, le racisme, et le patriarcat, enfin, tout ça, c'est pas grave. Mais de voir qu'en fait, ça imprègne, oui, ça marque comme ça le corps de nos enfants si petits, bon, c'est vraiment... Enfin, je parlais tout à l'heure d'angoisse, mais c'est vrai que c'est très, très angoissant, ça. De se dire, mais comment on va faire, en fait? Comment on va faire pour que juste ma fille, elle soit tranquille, en fait? Que mon fils puisse grandir tranquille, quoi. Et je finis juste par cette idée qu'en fait, c'est pas juste les cheveux ou la couleur de peau ou les livres jeunesse. Par exemple, on sait que très peu de personnages non blancs dans les livres jeunesse, et que quand personnages non blancs il y a, souvent c'est des personnages négatifs, méchants. Bon, c'est pas juste ça en fait. Ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'en fait, c'est plein de petites choses qui font que l'enfant va plus ou moins se projeter sur, par exemple, des métiers valorisants, enfin à forte valeur sociale. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font le racisme structurel dès le plus jeune âge. C'est pour ça que je disais, au collège, c'est pratiquement trop tard. Je veux dire, quand l'enfant a grandi depuis sa naissance jusqu'au collège en se disant que lui, en fait, il ne pouvait pas devenir scientifique, il ne pouvait pas devenir médecin, elle était nulle en maths, les filles, elle était nulle en maths, etc. Je veux dire, c'est compliqué au collège de détricoter tout ça, en fait. Et c'est pour ça que le Front de Mer, vraiment, on travaille en particulier chez les petits, en fait, avec les petits, avec les parents qui ont des enfants petits, en se disant, voilà, si élargissement du champ des possibles il doit y avoir, c'est dès le plus jeune âge. Voilà. Alors c'est ça dont tu parles dans le livre qui m'a beaucoup frappée, cette réduction du champ des possibles qui est quasi, comme tu dis, dès la naissance. Et toi, tu expliques quelque chose qui m'a frappée. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a longtemps dit, et j'arrête de le dire, quand on veut, on peut. Et toi, tu expliques que tout ce qui est autour, c'est socialement, c'est pas vrai. Il y a des bâtons dans les roues pour plein d'enfants et on n'a pas tous la même égalité des chances au départ. C'est une réalité aujourd'hui. Et surtout, ce qui m'a frappée, c'est que tu dis que toi, en tant que femme immigrée, tu veux pas que tes enfants soient juste heureux. Toi, tu veux qu'ils réussissent socialement. Et que c'est quelque chose que, par exemple, clairement, je me suis jamais posé la question dans ce sens-là, parce que j'ai pas le poids de l'histoire de mes parents derrière, qui fait que, effectivement, dans la société, les enfants d'immigrés, on les regarde d'une autre façon que mes enfants sûrement. Et j'ai trouvé ça fort parce que je pense que pour beaucoup de personnes, oui, bien sûr qu'on veut que nos enfants soient heureux, mais que toi, tu rajoutes l'injonction au fait qu'ils doivent réussir, et tu le dis pas de manière négative, hein, évidemment. Je résume ce que tu dis dans le livre. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de parents qui descendent de l'immigration postcoloniale ? Alors,
il y a deux choses dans ce que tu me dis. La première, c'est cette fameuse formule quand on veut, on peut. Et ça vraiment, j'aimerais y revenir. J'y reviendrai après dans un deuxième temps. Mais effectivement, la deuxième chose que tu soulèves, c'est cette question de réussite. Alors, effectivement, c'est important pour les immigrés, la question de la réussite, parce que les immigrés, pour l'essentiel en France, les immigrés, évidemment, les descendants de l'immigration africaine, postcoloniale, donc ceux qu'on appelle les Arabes et les Noirs, quoi. C'est important parce que ces immigrés, souvent, sont de classe ouvrière, tout simplement, en fait. Et donc, moi, par exemple, alors je vais te donner mon exemple. Moi, mon père, il était, alors il a la retraite aujourd'hui, mais il a travaillé toute sa vie d'adulte comme ouvrier de nuit. Donc moi, je voyais mon père dormir une partie de la journée, être fatigué, essayer de passer du temps avec nous le week-end, mais c'était très compliqué, il faisait les 3-8. Et ensuite, vraiment travail de nuit tout le temps, donc il a fait travail de nuit pendant 20 ans. Et évidemment que mon père et ma mère, toute leur vie, en fait, se sont battus pour nous extraire de ça, en fait. Il n'y a pas du tout eu cette idée que de la fierté d'être ouvrier, par exemple, qu'on peut retrouver d'ailleurs chez d'autres types d'ouvriers. Moi, mon père, il était vraiment ouvrier spécialisé, ce qu'on appelait à l'époque les OS. Donc, encore une fois, travail de nuit dans une fonderie avec pas mal de risques industriels, des maladies donc liées aux risques industriels. Et donc, évidemment, pour mes parents, l'obsession, en fait, c'était de nous extraire de cette classe ouvrière, qu'on réussisse. Voilà. Alors, ajouter à ça le fait que ce sont donc des immigrés et que ce que je dis aussi, c'est que les émigrés, s'ils quittent leur pays, s'ils quittent leur montagne, moi, ma mère, elle vient des montagnes du Rif. Donc, tu vois, t'imagines, voilà, la verdure, voilà, dans la nature, les animaux, les vergers, etc. C'est vraiment magnifique, le Rif, c'est au nord du Maroc. Tu vois, si elle quitte ça, si elle quitte cette terre-là, et sa langue, en fait, sa langue maternelle, sa culture, sa religion, pour traverser l'océan, en l'occurrence la mer Méditerranée, pour venir en France, tu vois, dans un HLM, voilà, exigu, parce qu'on croit que c'était génial pour nos parents de venir en France, que c'était la démocratie, la modernité et tout. Mais non, enfin, je veux dire, nous, on était 8 frères et sœurs, on vivait en HLM, il y avait 2 chambres, tu vois, dans le HLM. On était autour d'une cité, enfin, on était dans une cité autour de l'usine. Bon, voilà, ma mère, du coup, elle a dû quitter ça pour arriver là, tu vois. Et elle, si elle l'a fait, et ça nous l'a répété toute notre vie, je veux dire, et d'ailleurs, je me rends compte à quel point moi, je reproduis un petit peu avec mes enfants. En fait, si elle a quitté ces montagnes du Rif, elle nous le disait en Rifin, c'est pour nous, en fait. C'était un sacrifice. Elle s'est sacrifiée pour que nous, on ait un avenir, qu'on puisse réussir, etc. Et ça, c'est ancré, je veux dire, c'est ancré chez tous les immigrés. Alors, je disais les immigrés d'Afrique, mais en réalité, on retrouve ça dans l'immigration italienne, espagnole de première génération, portugaise, arménienne, par exemple. Il y a vraiment cette idée de, on s'est saigné, on a traversé les océans, c'est pas pour que vous fassiez n'importe quoi à l'école, quoi. Donc ça, la question de la réussite, elle est au centre. Et en réalité, c'est d'abord ce qui est au centre. Toi, tu disais que tu envisageais d'abord la nécessité pour tes enfants d'être heureux, tu n'avais pas forcément réfléchi à la réussite. Moi, je trouve que dans les familles immigrées, c'est le contraire. Il faut que nos enfants réussissent. Et c'est vrai qu'il y a un surinvestissement de l'école, bon, encore plus hier qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, bon, beaucoup de gens y croient beaucoup moins à l'école comme facteur d'ascension sociale. Mais à l'époque, en tout cas à l'époque de mes parents, par exemple, bon, c'est l'école qui allait nous sauver la vie, en fait. Et c'est la réussite d'abord. Et ensuite, le fait d'être heureux, etc. C'est pas que c'est secondaire, c'est que c'est conditionné par la réussite. À juste titre, puisque évidemment, on ne vit pas de la même manière quand on est de classe populaire, classe ouvrière, au chômage, qu'on vit dans une cité, etc., ou lorsqu'on accède à la classe moyenne supérieure. Ça, c'est évident, nos parents le savent, nous le savons. Donc, voilà, et donc, du coup, l'idée pour moi, c'était comment on concilie cette volonté de voir nos enfants réussir. Moi-même, je veux que mes enfants réussissent, hein, par exemple. Moi, je sais que... et je ne veux pas déconstruire ça. Quand on me dit, oui, mais non, la réussite, c'est très relatif, c'est très... Je dis, non, moi, je suis immigrée. Moi, je sais d'où je viens. Je veux que mes enfants puissent avoir accès à des métiers épanouissants où ils peuvent ne pas être traités, ne pas être humiliés, par exemple, qu'ils puissent... Voilà. Et je sais que dès lors qu'ils sont non blancs, mes enfants, et bien, en fait, la manière dont ils vont être traités dépend de leur classe sociale. Et ça, moi, je sais à quel point la classe sociale
est déterminante dans voilà, la manière dont notre dignité va être respectée. Et donc, plus nos enfants sont comment dire, accèdent à la classe moyenne supérieure, et plus nos enfants voient leur dignité respectée. Ça, c'est évident. Et du coup, c'est voilà, la réussite, oui. Et en même temps, ce que j'ai essayé de dire dans le livre, c'est pas aux dépens de la santé mentale de nos enfants, et donc pas aux dépens du bonheur de nos enfants, en fait. Et par exemple, alors, du coup, je viens sur le deuxième point, quand on veut, on peut. Alors moi, je vais plus loin que toi hein, sur parce que toi, tu disais quand on veut, on peut, mais peut-être que c'est pas forcément ce qu'il faut dire, etc. Moi, ce que je dis aux parents, et en particulier aux parents d'enfants racisés, qu'ils soient racisés eux-mêmes ou pas, mais d'enfants racisés, c'est une lourde responsabilité qu'on prend, c'est même une faute que l'on commet lorsqu'on dit à un enfant qui subit une injustice ou une inégalité, une discrimination, une humiliation, du harcèlement, etc., de lui dire il faut que tu en fasses 2 fois plus. C'est difficile, le contexte est difficile, mais il faut que tu en fasses Ça, je trouve que c'est vraiment, je le dis, hein, dégueulasse pour l'enfant. Je trouve ça dégueulasse, en fait. Alors, et c'est l'enfant aussi que je suis qui parle. C'est-à-dire que c'est voilà, l'enfant que j'étais, du moins, qui réagit à ça. Mais j'ai envie de dire, mais laisse-nous tranquilles, en fait. Tu vois bien que déjà, je subis plus de violence que les autres, plus de violence sociale de manière générale que les autres. Et en plus, toi, tu viens me mettre un nouveau truc sur le dos, sur les épaules. En plus, je dois en faire 2 fois plus. Donc non seulement je subis des violences que les autres ne subissent pas, mais en plus, il faudrait que j'en fasse 2 fois plus. Et ça, pour moi, c'est vraiment le début de ce que j'appelle la désenfantisation, c'est-à-dire ne pas considérer l'enfant comme un enfant. Et en fait, en réalité, de faire porter la responsabilité du système inégalitaire et discriminatoire sur les épaules de son enfant. Alors que j'ai envie de dire, et ça c'est l'enfant que j'étais qui parle, j'ai envie de dire aux parents, c'est pas à moi d'en faire 2 fois plus. Si la société est inégalitaire et discriminatoire, c'est à vous, parents, collectivement, évidemment, je ne suis pas en train de pointer du doigt tel ou tel parent, hein, ce n'est pas l'individu que je vise là, c'est vraiment nous, parents, et en particulier mères, prises collectivement, c'est-à-dire dans notre rôle politique, l'enfant qui interpelle les parents pour leur dire, mais faites-vous 2 fois plus. Battez-vous, vous, 2 fois plus pour que nous, on n'ait pas à le faire, en fait. Et du coup, voilà, c'est comment on arrête de dire faut en faire 2 fois plus ou quand on veut, on peut. Et c'est au contraire de ne pas être dans le déni par rapport à ce que subissent nos enfants. Et c'est dur ce qu'ils subissent. Et voilà, il faut pas être dans le déni par rapport à ça. Alors, je sais aussi qu'il y a des parents qui hésitent à parler de discrimination ou d'inégalité de violence avec leurs enfants ou concernant leurs enfants, parce qu'ils se disent, et je sais qu'ils ne sont pas de mauvaise foi en fait, je sais que ils pensent protéger l'enfant en se disant que c'est déjà tellement dur, l'enfant il a déjà tellement peu de chances en fait de s'en sortir, qu'on ne va pas en plus le décourager parce que ça pourrait produire chez l'enfant en fait un découragement, il pourrait baisser les bras en fait. Et alors là où je suis tranquille, c'est que je m'appuie dans le livre sur des études et je mets la référence des études, notamment états-uniennes. Il n'y a pas ce type d'études en France, mais sur l'impact non seulement du racisme sur la santé mentale des enfants, en termes de concentration, d'hyperactivité, etc., mais surtout sur l'impact du déni des parents par rapport à ce racisme, mais en fait en réalité pas que le racisme, hein, les oppressions en fait de manière générale, les violences de manière générale, l'impact du déni des parents sur la santé mentale des enfants. C'est-à-dire que non seulement la violence, le racisme par exemple, a un impact sur la santé mentale des enfants, mais en plus quand le parent est dans le déni, donc par exemple son enfant se plaint, bon évidemment pas avec les termes que j'emploie moi, hein, il va pas parler de discrimination, il va pas parler de racisme structurel quoi, mais bon avec ses mots quoi, parler oui voilà ce qui s'est passé en classe, voilà ce qui s'est passé dans la cour de récré, etc. Dès lors que le parent balaye ça d'un revers de main, justement avec cette idée, mais non, c'est toi, il faut que tu t'intègres mieux, il faut que tu fasses plus d'efforts, il faut que tu en fasses 2 fois plus quand on veut un peu, etc. En fait, ça, il est prouvé scientifiquement que ça aggrave encore l'impact sur la santé mentale de l'enfant. Et au contraire, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'au contraire, lorsque le parent écoute l'enfant déjà, écoute l'enfant et prend la mesure de ce qui lui arrive, voilà, c'est-à-dire, il le considère comme un enfant. Voilà, il lui arrive, voilà, s'il pleure, s'il crie, s'il est mal, voilà, c'est pas forcément parce qu'il veut, parce qu'il est fainéant, parce qu'il veut rien faire à l'école, etc. C'est peut-être aussi parce que tout simplement, il vit une situation violente, discriminatoire, etc. Dès lors que le parent fait ce travail d'écoute et d'accompagnement de l'enfant et justement le rassure. Alors tout ça, pour commencer, je décrivais le Front de Mer comme une organisation qui a vocation à protéger l'enfant. Dès lors que le parent dit à l'enfant
il t'arrive ça, ne t'inquiète pas, on va s'occuper de tout. Alors, pas forcément je vais m'occuper de tout. Moi, la preuve, c'est que je ne me suis pas occupée de tout toute seule. Au contraire, à l'époque, je galérais. Enfin, je le racontais tout à l'heure par rapport à ma fille. Moi, les premières années à la maternelle, avant de créer le front de mer, j'avais une boule au ventre en allant à l'école. Donc, je ne me suis pas occupée de tout. En tout cas, je m'en suis occupée très mal. Mais justement, de dire que le parent dise à l'enfant, voilà, on va. C'est-à-dire, on va s'organiser, t'inquiète pas. Par exemple, nous, à Bagnolet, on a un collectif de mères. Nous, on s'occupe de tout ensemble, en fait. Et moi, je pense que ça, de dire ça à l'enfant, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Ah, mais c'est tellement magnifique, en fait, de rassurer l'enfant. Déjà, on lui enlève ça à l'enfant. C'est-à-dire, il subit, ok, des violences et tout. De toute façon, on ne peut pas tout contrôler. On ne contrôlera jamais tout ce qui se passe à l'école, chez les copains, dans la cour de récré, dans les toilettes, etc. On ne contrôle pas tout, malheureusement. Nos enfants sont... victime de plein de choses, quoi. Alors, on le sait, par exemple, les violences sexuelles, c'est, je sais pas, c'est une fille sur 5 qui est victime d'agression sexuelle. Une fille, je veux dire, une mineure. Un garçon sur 13. Ça, c'est pas de la responsabilité que des parents. C'est aussi notre responsabilité politique collective, mais pas que. Je veux dire, on peut pas tout surveiller non plus, quoi. Mais au moins, que quand l'enfant se plaint, qu'au moins, nous, on soit là pour dire, voilà, il t'est arrivé ça, mais t'inquiète pas. Déjà, je te fais confiance, je te crois, et je vais t'aider, en fait. Et moi, je vais me battre. Je vais me battre politiquement avec des adultes, parce que toi, c'est pas toi d'aller au front, quoi. Tu vas pas les faire organiser une manif. Et on va se battre, et tu verras qu'il y a moyen de lutter contre l'injustice que tu as subie, en fait. Et déjà, ça permet de lutter contre les injustices que subissent nos enfants, déjà, d'une part. Mais aussi, et ça, c'est vraiment, pour moi, ça devrait être au cœur de notre projet pédagogique à tout temps. Pas que aux mères racisées, pas qu'aux parents racisés. Clémentine, je me permets de dire tout le monde, en fait. De mettre au centre du projet pédagogique cette capacité à ne pas se résigner. Moi, je pense que c'est là qu'on va plier le game, en fait. On va vraiment changer le monde, parce que de montrer aux enfants, regardez, en fait, il vous arrivait ça. Mais regardez maman, en fait. Regarde maman quand, en fait, elle a pris en main les choses. Et avec d'autres mères, en fait, on a réussi à faire en sorte que cette injustice, elle n'existe plus, ou elle existe moins. On éduque nos enfants, et en fait, en réalité, on change le monde, en fait. Parce que l'enfant, il se dit, maman, parce qu'elle s'est battue, elle a réussi à faire que la justice qui existait n'existe plus. Et du coup, l'enfant s'habitue à ne pas vraiment... Ça, je le pense. D'ailleurs, je peux l'expérimenter avec mes propres enfants, quoi. S'habitue à expérimenter, en tout cas, la résistance, en fait. Le fait de résister à une injustice. Et il n'y a pas de fatalité. Et donc, pour moi, le calcul de certains parents de se dire, en fait, je vais être dans le déni par rapport aux violences que subissent les enfants, que ce soit des violences racistes, des violences sexistes, des violences sexuelles, je vais être dans le déni parce que au moins, voilà, mon enfant, du coup, il va penser à autre chose et il va travailler, du coup, voilà, il va se concentrer à fond sur l'école, etc. Là où je dis que c'est une erreur, voire une faute, c'est qu'au contraire de montrer à l'enfant que voilà, il a subi une injustice, mais que voilà, il n'y a pas de fatalité, en fait, que on peut réussir à faire que déjà qu'on peut se battre, tout simplement, sans forcément gagner, mais qu'en tout cas, on peut se battre. Voilà, pour moi, l'éducation. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'on doit à nos enfants. Et quand je parle de faire sa part, pour moi, c'est ça, faire sa part. C'est éduquer nos enfants de manière à ce qu'ils puissent se défendre, en fait. Se défendre leur dignité, et être heureux, finalement. Donc voilà, pour moi, il faut concilier réussite et bonheur, en fait, et grandir heureux, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Mais encore une fois, la réussite, je sais que dans certains milieux, notamment féministes, en fait, on n'aime pas ce terme de réussite. Moi, je sais qu'on me l'a beaucoup dit au début, en fait, parce que j'en parlais beaucoup, moi. Et c'est vrai qu'il y a, aux personnes qui me disaient, mais non, mais pourquoi tu parles de réussite, etc. Je leur disais, non, moi, je connais très, très bien la classe populaire. Je sais que si on ne parle pas de réussite, c'est mort, en fait. Les gens ne vous écouteront pas. Parce que, évidemment que les gens veulent que leurs enfants réussissent, quoi. En tout cas, dans la classe populaire. Et donc, mais en même temps, moi, je veux pas non plus que mes enfants ils soient détruits psychiquement, ils deviennent ingénieurs ou ministres, mais qu'ils soient complètement détruits, quoi, aliénés, pas de confiance en eux-mêmes. Et ça, non. Et je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen pour nos enfants d'avoir les deux, quoi, de réussir en étant, en étant heureux. C'est le must, quand même, c'est vrai. Dans ton livre, tu accordes une petite partie, mais quand même une partie sur un thème
qui m'est cher aussi, c'est l'allaitement. Ouais. Et je me demandais pourquoi est-ce que c'est un enjeu pour les mères issues d'immigration. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu Oui, oui, oui. racontes dans le livre? Alors, moi, j'ai fait des études de sciences politiques. Et à l'époque, j'avais fait un mémoire j'avais commencé un travail de recherche sur les, la gouvernance, sur cette théorie de la gouvernance et sur les programmes d'ajustement structurel en Afrique. Alors, je le dis très vite, hein, je ne sais pas si ça va t'intéresser beaucoup, mais bon, en tout cas, dans les années, notamment dans les années 80, les organisations internationales, Banque mondiale et FMI, finalement, ont pris le relais de la colonisation et des luttes pour l'indépendance des pays d'Afrique, ont pris le relais pour imposer, je caricature un petit peu, hein, mais à peine en fait en réalité, pour imposer des politiques libérales, néolibérales, donc voilà, capitalistes, etc. Et, et alors, pour le dire vite là aussi, je vais prendre un exemple. Il y a une entreprise, l'industrie agroalimentaire, alors pour ne pas la nommer Nestlé, qui dans les années 80 a considéré que le lait industriel n'avait plus trop d'avenir dans les pays occidentaux, en Europe en particulier, mais que voilà, ce lait ayant, alors je ne sais plus les dates, je ne sais plus combien de temps on peut garder ça en stock, mais c'était plusieurs années, je me souviens plus exactement, c'était il y a longtemps, hein, j'avais fait ce travail de thèse il y a longtemps, et c'était donc plusieurs années et donc en fait, comment faire pour écouler tout ça, quoi. Je suis un méchant capitaliste, je veux faire des profits, je ne jette rien, donc s'il y a moyen de se faire un billet, je me fais un billet, et donc il a pris tout son lait là, et donc encore une fois, au moment où en Europe notamment, il y avait un retour comme ça des vertus du lait maternel, mais je pense que tu connais la question au moins aussi bien que moi. Voilà, après les mouvements féministes des années 70, voilà, où vraiment il y avait cette idée de non, mais moi j'ai pas que ça à faire que d'allaiter. Il y a dans les années 80, voilà, on se disait oui, mais finalement quand même c'est bien pour l'enfant, il grandit mieux, il y a plus de défense immunitaire, etc., etc. Et donc voilà, lui se retrouve avec tout son Nestlé, donc se retrouve avec tout ce lait là et industriel, et donc va aller le déverser comme ça dans pas mal de pays d'Afrique. Alors, un pays que je connais bien, le Maroc, dont je suis originaire, mais pas mal de pays aussi d'Afrique de l'Ouest, et va déverser là-bas, alors soit à perte, soit carrément des dons. Et moi, je sais que dans ma famille, ce sont des industriels en fait qui venaient faire du porte-à-porte pour donner du lait. Alors nous, dans le Rif marocain, on appelait ça le lait de pharmacie, avec un terme même, c'était plus fort en Rifin, c'est plus fort que pharmacie, c'est vraiment médical en fait. Quelque chose de très positif d'ailleurs. C'est parce qu'il y avait cette idée d'ailleurs que ma mère a, hein, que ce lait-là, le lait industriel qui était vendu donné par Nestlé, avait été plus consistant que le lait maternel. Enfin, il y a vraiment ce truc-là qui, voilà, et à force de faire du porte-à-porte, voilà. Et donc, on a comme ça créé un besoin dans ces pays-là où l'allaitement était traditionnel en fait et était fait, c'est-à-dire les mères allaitaient leurs enfants. On a créé comme ça l'idée que en fait, il fallait que ces femmes-là arrêtent d'allaiter parce que leur lait n'était pas assez consistant et que ce lait-là était enrichi, était super, et que les bébés, d'ailleurs c'est ce qui se passe, hein, les bébés étaient plus gros. Alors moi je sais que par exemple dans ma famille, quand voilà, le bébé est d'autant et d'autant plus comment dire en bonne santé qu'il est gros. Il faut que ce soit un gros bébé. Et le lait industriel permettait ça. Donc voilà, à la différence du lait maternel, on dit non mais regarde le bébé il est tout maigre, il est passé, voilà, il va pas être en assez bonne santé. Alors je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en France chez les femmes immigrées, pas descendantes de l'immigration, mais vraiment immigrées qui viennent de ces pays, qui ont été donc éduquées avec cette idée-là. Et moi, par exemple, dans ma famille, moi j'ai allaité mes enfants pendant 2 ans chacune. Entre ma mère, ma tante, telle cousine qui m'appelait du Maroc, etc., pour me dire que je mettais en danger mon enfant parce que mon lait n'était pas consistant. En plus, il y avait cette idée aussi que la mère, plus elle est, comment dire, une mère pas comment dire,
considéré comme trop maigre, bon, tout ça c'est des normes, hein, je considère, voilà, mais considéré comme trop maigre, son lait c'est encore pire en fait, son lait est encore moins consistant. Et donc moi ça a été presque, moi je veux pas dire harcèlement parce que le mot il est trop, enfin je sais ce qu'il y a derrière, donc mais franchement ça a été des pressions incroyables pour que j'arrête d'allaiter en fait. Bon, mais parce que vraiment il y a ces représentations-là dans l'immigration africaine en France. Et moi, je sais que par exemple, pour mes enfants en crèche, moi, je tirais le lait. Je travaillais, donc je tirais le lait dans les toilettes, là où je travaillais en fait. Et je me réveillais la nuit, c'était super compliqué en fait pour moi. Ça a été franchement, ça a été une vraie mission quoi. Et par exemple en crèche, moi, j'ai vu par exemple une personne qui a jeté mon lait devant moi. Enfin, qui a considéré que, c'est-à-dire que, alors le lait industriel, pas de problème, on passe d'un biberon à l'autre, on le met au micro-ondes, etc. Et tout à coup, pour le lait maternel, il y avait plein de voilà, on faisait attention, voilà, attention parce que ça pourrait être, voilà, nocif pour l'enfant, enfin, plein de pincettes qui étaient prises avec, alors qu'il n'y a rien de mieux que le lait maternel, on est d'accord. Et parfois, les femmes qui faisaient ça étaient elles-mêmes d'origine africaine en fait, arabe ou noire, voilà. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait d'attacher les cheveux, hein. C'est pas forcément la personne c'est plutôt voilà quelle représentation en fait elle a, et de l'allaitement et du lait en poudre et de ses bienfaits, etc. Et donc ça c'est pour donc cette génération on va dire d'immigrés, et donc il y a un enjeu, je trouve, auprès des femmes qui sont issues de cette immigration africaine. Il y a un enjeu en termes d'information tout simplement déjà à faire. C'est-à-dire dire la vérité sur le lait industriel, dire la vérité sur le lait maternel. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, c'est voilà, faire part de nos expériences. Enfin, nous, on a fait ça à Bagnolet dans notre collectif de mères. C'est que voilà, comme il n'y avait pas grand-chose sous la main pour pouvoir discuter de ce sujet-là, en fait. Oui, parce qu'il y a autre chose, il n'y a pas que... là, parce que je suis en train de parler uniquement des femmes descendantes de l'immigration postcoloniale en la matière, mais par exemple, moi, à chaque fois que j'ai eu un problème avec... un problème un petit peu mineur d'ailleurs, hein, de santé pour mes enfants, systématiquement, on m'a dit que c'était parce que j'allaitais. Par exemple, je sais pas, moi je viens avec mon enfant, ou même pour moi-même, hein. Par exemple, je sais pas, je vais voir le médecin parce que je suis pas bien en ce moment, je suis fatiguée, ah mais c'est parce que vous allaitez, je vous conseille d'arrêter. Mon enfant, je sais pas, il y a un problème qui n'a rien à voir. On va à l'hôpital, y compris les hôpitaux, voilà, où ils ont quand même un savoir, en termes de pédiatrie. Par exemple, je sais pas moi, Robert Debré à Paris. Moi, à chaque fois que j'y suis allée, systématiquement, on me pose des questions sur quand l'enfant était bébé, et systématiquement, on m'a renvoyé au fait que peut-être ce qui était problématique, c'est que c'est le lait et que ce n'était pas assez consistant. Il y avait ce truc de c'est pas assez consistant, c'est pas assez consistant. Et je devais tenir, quoi. Et en plus, à l'époque, on n'avait pas forcément, quand ma fille était vraiment bébé, il n'y avait pas le front de mère, il n'y avait pas tout ça. Et donc, la pression familiale, plus les médecins, plus, bon, voilà, c'était vraiment un parcours. Moi, je trouve que c'est un parcours de combattante encore en France, encore plus dans la classe populaire, encore plus dans l'immigration, pour les raisons que je viens de donner. Parce que je pense que justement, dans la classe moyenne supérieure, peut-être que déjà, il y a plus d'informations concernant l'allaitement. Il y a plus d'accès à l'information, je veux dire. Et peut-être qu'il y a moins de pression, il y a moins de pression à arrêter d'allaiter, peut-être, dans la classe moyenne supérieure par rapport à la classe populaire. Et puis tout simplement, la classe populaire, il y a un moment donné, les femmes, elles ont 6 semaines de congé, quoi. Et bim, il faut y retourner, quoi. Il y a l'idée que, voilà, et souvent, le travail des femmes de classe populaire, donc les secteurs d'activité concernés, rien n'est mis en place pour que les mères puissent allaiter. Moi, je vous dis, et pourtant, moi, j'étais dans un truc, voilà, c'était à l'époque, je travaillais dans le numérique. Moi, j'allaitais dans les toilettes, enfin, je tirais le lait dans les toilettes, quoi. Et parce que, alors j'avais posé la question de savoir si je pouvais pas avoir une salle, un truc un peu plus, voilà, un peu plus sain, quoi. Et non. Et voilà, il y avait ce truc vraiment honteux de, déjà, que tu nous emmerdes avec cette histoire d'enfant, de machin, t'en parles tout le temps, mais en plus, voilà, là, carrément, tu veux, voilà, il y avait ce truc-là aussi. Donc voilà, donc c'est un vrai enjeu, l'allaitement. C'est vraiment, et notamment pour la classe populaire, je te dis déjà dire, voilà, à quel point c'est bien d'allaiter. Bon, après, moi, dans le livre, j'ai essayé d'en parler sans que ça devienne, justement, sans effet inverse sur une injonction à allaiter, en fait. Et sans, voilà, et ça, évidemment, moi, je suis féministe, il est hors de question de culpabiliser les femmes par rapport à ce qu'elles doivent faire ou pas faire, etc. Ça, c'est évident. Mais moi, je m'adresse surtout aux femmes qui pourraient vouloir allaiter, en fait. C'est plus ça. C'est plus, dès lors qu'on veut allaiter, dans quelle mesure on essaie de s'organiser pour ne plus être entravé
pour le faire, en fait. Et ça, je suis sûre qu'il y a vraiment, vraiment moyen, en fait. Les collectifs de mères, déjà, il faut que ça devienne un sujet dans les collectifs de parents, dans les collectifs de mères. C'est, voilà, comment, déjà, on se passe des tuyaux, voilà, je sais pas, tout simplement, nous, ce qu'on a fait, par exemple, à l'époque, c'est que, telle sage-femme, on la connaît, elle est super, elle est géniale, etc. L'accouchement s'est bien passé, pas de... Bon, voilà, du coup, ça devient la sage-femme du groupe, et du coup, voilà, et puis on l'invite, on lui demande de nous former sur tel truc, enfin, bon, voilà. Ça, je pense que, ouais, un truc autour de l'allaitement, puis c'est tellement positif, c'est bien, c'est la nourriture, c'est... Bon, voilà, je pense, ouais, que ça... Bon, il faut juste que ça ne devienne pas le truc pétainiste... vraiment type extrême droite, tu vois. Enfin, c'est ça aussi le danger de ces questions-là. C'est pour ça que vraiment, moi, je sais pas, toi, dans ce que tu fais et à travers les entretiens que tu fais, etc. Moi, je trouve que vraiment, c'est difficile quand on traite ces sujets-là parce que on marche sur des œufs, en fait. C'est toujours... En fait, la figure de la mère, elle est tellement, justement, aussi prise en charge par... déjà par le pétainisme, en fait, déjà à l'époque, hein, travail, famille, patrie, c'était autour de la figure de la mère, mais c'est une certaine mère, en fait. Évidemment, c'est pas la mère politique, quoi. Et du coup, ouais, je comprends aussi que des féministes ne veuillent pas forcément être amenées à ça, parce que pour elles, c'est être amenées justement à cette figure-là, de la mère au foyer. Bon, en sachant que, voilà, là-dessus aussi, alors même si on marche sur des œufs, il y a énormément de choses à complexifier, en fait, et on peut être subtil sur, y compris... le fameux travail domestique. Je sais pas, par exemple, le fait de s'occuper à la maison, quand on dit, ouais, mais bon, tes trucs de bonne femme, tes trucs de maman, là, c'est faire à manger, faire machin. Déjà, ça, je trouve que même ça, on peut le politiser, quoi. Je veux dire, faire à manger, oui, il faut déjà avoir le temps de faire à manger, ouais, c'est aussi, ça peut être aussi dans une démarche anticapitaliste, en fait, de faire à manger, parce que, voilà, on le sait aujourd'hui, c'est dans la classe populaire qu'on consomme le plus de surgelés, par exemple, et de manière générale, de produits industriels. Et du coup, il y a un enjeu politique, en fait. C'est pas que des trucs de pipi caca, quoi. Et donc ça aussi, enfin, il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'un côté les questions politiques et de l'autre les questions genre bassement concrètes, bassement quotidiennes de maman, quoi. Voilà, tout est politique et discutons de tout. Il n'y a rien à jeter à la poubelle. Faire à manger, moi, j'aimerais bien avoir du temps, par exemple, pour faire à manger. Et sans être payé. Hein. Moi, je demande même pas à ce qu'il y ait rémunération du travail domestique et tout. Je suis même pas sur ce débat-là. Juste, je veux du temps, en fait. Et je sais que, voilà, plus on est de classe populaire et moins on a le temps. Mais pour tout, du temps, que ce soit pas accompagné de stress, que je puisse être tranquille, que je puisse apprendre à mes enfants à faire manger aussi. Enfin, voilà, ça, je pense que c'est aussi à redécouvrir et dans une perspective politique, à réfléchir ensemble, en fait. C'est pas des sous-questions, vraiment. Et c'est intéressant là, tout ce dont tu as parlé parce que tu as beaucoup mentionné le féminisme et c'est rare que dans un livre je sois d'accord avec les gens qui écrivent sur le féminisme. Alors toi, tu as vraiment mis le doigt sur ce que je trouve est très important dans le féminisme, c'est qu'on a aujourd'hui un peu trop opposé les mères aux femmes et qu'aujourd'hui il faut se concentrer sur le combat des mères et des femmes, les deux. Est-ce que en revanche, tu as la sensation que ta vision du féminisme, elle a changé depuis que tu es devenue mère? Alors, est-ce que ma vision du féminisme a changé? Alors, moi, j'ai toujours pensé que le féminisme en France, le féminisme majoritaire en France, y compris le féminisme radical, était un féminisme élitiste. Ça, je veux dire, c'est pas arrivé au moment où je suis devenue mère. J'ai toujours pensé que c'était un féminisme vraiment de classe. Et d'ailleurs, bon, voilà, on le voit, hein, il y a pas longtemps, là... Il y a quelques semaines, il y a eu les féministes argentines qui ont gagné donc leur droit à l'avortement, et c'est le produit de manifestations, surtout en 2018. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est des manifestations de plusieurs milliers de femmes qui viennent des villages, quoi. C'est des femmes de classe populaire et qui se sentent investies, qui se sentent concernées par une question typiquement féministe, classiquement féministe, on va dire. Bon, ça, t'auras jamais ça en France. Enfin, en tout cas, il n'y a jamais eu ça en France. Je veux dire, le féminisme en France, c'est Simone de Beauvoir, quoi. C'est les salons. Après, je n'ai rien contre ce féminisme-là, hein. Je dis juste que c'est un féminisme très intellectuel qui performe en fait des questions. Donc voilà, qui va jusqu'au bout d'une réflexion, c'est super intéressant, c'est très universitaire, mais qui ne se soucie à aucun moment de mobiliser toutes les personnes concernées, en l'occurrence les femmes, quoi. Et voilà, donc on fait une conférence à Paris, il y a 30 personnes, c'est très bien si on arrive à poser une analyse pointue sur telle ou telle question, tu vois. Mais par contre, se dire, mais
ça serait bien qu'à un moment donné, les femmes qui vivent dans les villages, les campagnes, dans les quartiers populaires, etc., elles se sentent concernées, parce qu'on dit que si elles ne se sentent pas concernées, si elles ne se mobilisent pas avec nous, c'est qu'on a un gros problème, en fait. Que peut-être ce qu'on dit ne leur parle pas, peut-être qu'elles ne s'y retrouvent pas, peut-être que nous, en fait, ce qu'on dit nous concerne, nous, essentiellement, mais ne les concerne pas de la même manière. Ça, c'est ce que j'ai toujours pensé du féminisme, même si moi, je me revendique féministe. Hein. Moi, je pense que les femmes doivent se libérer, en fait, d'une oppression particulière qui est l'oppression patriarcale. Maintenant, alors, ce qui s'est passé lorsque je suis devenue mère, c'est que je me suis rendu compte à quel point ça emmerdait tout le monde quand je parlais de mes enfants. Quand je venais en réunion, par exemple, ça, et y compris en réunion donc, où il y avait des féministes, donc c'était des réunions féministes d'ailleurs, où quand je venais, que je disais, voilà, en fait, voilà, je sais pas moi, l'enfant, il faut le laisser, il faut le garder, il faut le semer pour pouvoir participer à la réunion, parce que les réunions, évidemment, elles avaient lieu à des moments qui m'arrangeaient pas du tout en tant que mère. Moi, je voyais que ça saoulait tout le monde, en fait. Donc ça, déjà, c'était une première chose. Et puis, au fur et à mesure, puis notamment lorsque j'ai écrit mon livre, du coup, comme j'ai creusé un petit peu la question sur pourquoi les féministes, etc., je me suis rendu compte à quel point, en fait, pour les féministes françaises, donc c'est le féminisme en France, la question des mères, c'est vraiment pipi caca. Mais là, vraiment, j'exagère à peine. C'est-à-dire que c'est pas les questions nobles. Ça fait pas partie des questions nobles. Je pense, moi, qu'il y a là... c'est toute, tu vois, je parlais de Simone de Beauvoir parce que c'est toute la question de la maternité pour Simone de Beauvoir ou les mères pour Simone de Beauvoir, c'est-à-dire c'est quelque chose d'aliénant, et elle l'a dit explicitement. Elle trouve que, d'ailleurs, elle l'a appliqué puisqu'elle n'a pas eu d'enfant, disait-elle, pour ces raisons-là. Mais il y a vraiment toute cette représentation de la maternité comme étant aliénante, quoi. Et je pense, moi, que ça traduit beaucoup, beaucoup de mépris de classe vis-à-vis des femmes de la classe ouvrière, de la classe populaire en général, et puis des femmes de manière générale, dès lors qu'on n'est pas de ce milieu parisien, intellectuel, universitaire, etc. Et je le vois parce que, d'ailleurs, c'est pas que classe populaire, hein, c'est aussi immigration. Tu vois, par exemple, voilà, finalement, en fait, être mère, c'est un truc de pauvre, en fait. Tu vois, c'est un truc d'arabe, c'est un truc d'africaine, c'est un truc, c'est tous ces enfants-là, voilà, c'est un truc très animalisé, en fait. Tu vois, faire des enfants, c'est tellement primaire. Il y a toutes ces représentations autour de la mère et de l'enfant. Tu sais, et comme le féminisme en France majoritaire tend à gagner, essaye en tout cas de gagner de la légitimité dans le regard notamment masculin, et que le regard masculin ne reconnaît en fait de force politique chez les femmes que dès lors que c'est une force intellectuelle en fait, et vraiment élitiste. Du coup, il y a un truc où c'est des personnes en fait qui vont un peu se caler par rapport à ça, et du coup qui vont vraiment montrer genre, mais comme lors de l'entretien d'embauche, hein, c'est-à-dire l'entretien d'embauche, un homme vient, il dit qu'il est marié, qu'il a des enfants, c'est super parce que ça veut dire qu'il est stabilisé. Une femme vient, elle dit qu'elle a des enfants, c'est sauf qu'il peut en fait. Elle va faire des congés maternité, elle va venir allaiter, elle va nous faire des problèmes en fait. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve, y compris dans le milieu féministe, ce qui est incroyable. C'est-à-dire que dans le milieu féministe, je trouve qu'il y a ce truc-là aussi où on tend en fait à être déclassé dès lors qu'on s'affirme en tant que mère. Tu vois, c'est-à-dire que tant qu'on parle en tant que femme, ça va, parce que du coup, femme, voilà, c'est un rapport homme-femme. Mais dès lors qu'on vient en tant que mère, c'est comme si on venait avec les couches culottes et le biberon, quoi. Et voilà, ça va être des sous-questions, ça va être des... Et donc voilà, beaucoup de mépris de classe, beaucoup aussi, je pense, de mépris raciste au sens culturaliste, en fait. C'est vraiment les immigrés, quoi, qui font plein d'enfants, c'est des lapines. Enfin, moi, je me souviens que quand j'étais petite, voilà, on qualifiait nos mères de lapines, par exemple. Elles faisaient trop d'enfants, et d'ailleurs, elles faisaient des enfants pour les allocations familiales. C'est un truc autour de, voilà, un truc, voilà, c'est pas assez intellectuel, en fait, d'être mère, je crois, pour ce féminisme-là, en fait. Après, je pense que aujourd'hui, on est nombreuses à pas accepter ça, à vouloir justement s'armer de grilles d'analyse, d'outils, d'espace, pour pouvoir déjà se réapproprier ce rôle-là, cette identité-là, et puis cette relation qu'on a aussi avec d'autres individus qui sont nos enfants, quoi. Et je pense qu'avec avec ton travail, avec mon travail, avec le travail du Front de Mères, avec tous les collectifs de mères qui existent aujourd'hui, qui s'organisent, Bon, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. J'espère. En fait, tu vois, quand j'ai lu le titre de ton livre, La puissance des mères, je me dis, mais oui, mais c'est ça, enfin, il y a des livres qui parlent de
de manière positive d'être mère et de la force qu'on a. Et c'est exactement ce que tu fais avec le front de mer, quand on est organisé, de l'impact qu'on peut avoir. Et bon, moi, j'ai toujours sidéré de me dire que comment c'est possible qu'encore en 2021, on ne considère pas les mères. Je sais pas, ça m'échappe. Ouais, mais après, tu vois, Écoute, Non, mais nous, ce qui est bien, alors, c'est qu'on participe à être considérés, tu vois, comme force politique, tu vois. Donc, c'est bien que, tu vois, non, je pense que c'est un travail qu'on doit faire, qu'on fait déjà, les unes et les autres. Et je pense que c'est ça, c'est essayer par plein de différentes manières de s'imposer, en fait, de s'imposer comme une force politique. Alors, tu vois, par exemple, moi, j'ai pris l'image, la figure du dragon, vraiment parce que vraiment, moi, c'est une figure en plus que j'aimais depuis enfant, en fait. C'est vraiment... et aussi parce que c'est aussi une manière de dire, voilà, investissons aussi la culture populaire, l'artistique, le culturel, voilà, tous les espaces qu'on peut, en fait. Et il faut qu'on se donne à voir, mais qu'on s'impose, en fait, dans tous ces espaces-là, avec toutes ces dimensions-là. Et ça, je pense que si on le fait tout ça... D'ailleurs, tu sais que le Front de mer, on va organiser... alors, pour l'instant, c'est un Front de mars, mais ça pourrait être un front d'avril ou mai, selon ce qui va se passer là avec le confinement, où en fait, pendant un mois, on va matraquer tout le monde de mères et d'enfants, tu vois. Mais dans plein de trucs, on va faire plein d'actions avec nos collectifs locaux, là, en France. Et tu vois, ça va être, je sais pas, une conférence, ok, pas de problème, un débat là-dessus et tout. Mais ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être juste, tu vois, un hashtag sur Twitter, ça peut être des dessins d'enfants, ça peut être... Mais voilà, mais c'est, pendant un mois, c'est notre mois, en fait. C'est le mois des mères et des enfants, donc. Et tu vois, et avec ce type d'initiative-là, en fait, de projet, en fait, où vraiment on s'impose, et je pense que ça va... Il n'y a pas de raison que ça monte pas en puissance, tu vois. Parce que vraiment, je vois à quel point pour des femmes, pour des femmes qui ont des enfants, qui sont pas forcément... qui se sont jamais vraiment investies politiquement en tant que mères, dès lors qu'elles ont accès à des débats autour de ça, en fait, je vois à quel point ça peut faire vite des clics. Tu vois, où en fait, tu te dis, ah ouais, purée, c'est vrai, ça, je l'avais pas vu, j'étais passée à côté. Et tu vois, du coup, je vois bien qu'en fait, ça, à part un effet domino, tu vois, positif pour nous, je vois pas comment on pourrait repartir en arrière, tu vois. Et ça, je trouve ça super enthousiasmant de se dire que nos enfants sont petits, ils grandissent, et ils grandissent aussi avec ça, tu vois, en nous voyant en fait de plus en plus fortes, quoi, de plus en plus puissantes. Et ça, ça, je suis très contente de ça. Je me dis que ouais, on aura bien fait notre part, quoi. Merci beaucoup, Fatima. Je trouve que c'est tellement intéressant, tous ces sujets. Et je trouve qu'enfin, le sujet politique autour des mères, c'est important, et tu l'as très bien résumé. Et tu as raison de dire que l'exemple qu'on donne à nos enfants, il est important. Et que c'est à travers des actions comme ça que le regard change. Parce qu'il va falloir quelques générations, malheureusement. Hein, mais on travaille. Merci à toi, en tout cas, pour tout ton travail. Et j'encourage tout le monde à lire ton livre, La puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire, et ça veut tout dire. On apprend plein de choses, et très fourni et documenté. Merci, Fatima. Merci à toi. C'était Fatima Wassak, autrice du livre La puissance des mères et cofondatrice du Front des mères. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, @lamatrescence, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de week-end, ou peu importe. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.